blanche et fatiguée. J'étais plus jeune, je suis un vieux rugbyman, en marche moins rapide qu'auparavant. Donc ce que j'ai prévu, c'est de faire un point assez rapide. Normalement, ça devrait tenir en 10 minutes, un quart d'heure, sur la façon où j'en suis dans ma prise en main de ce que vous m'avez envoyé faire, et comment ça se passe. Et voilà, et après une partie qui sera plus de questions-réponses, et une partie d'annonce aussi sur quelles vont être les perspectives les plus rapides. Et on va aller en gros jusqu'au premier trimestre de l'an prochain pour les annonces et ce qui va arriver par la suite. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ce qui n'est pas objectif et ce qui est très affectif et très sentimental. Et quelles sont mes impressions non construites. Je suis quelqu'un plutôt intellectuel, mathématicien, et là j'ai décidé de commencer dans l'autre sens. Donc il y a 3 sentiments absolument pas objectifs, très subjectifs, que je voulais partager avec vous dans cette prise en main de ce qui m'est arrivé, ce travail que j'ai démarré. Le premier sentiment, c'est j'ai eu beaucoup d'émotions quand je suis arrivé dans les bâtiments, vieux bâtiments. C'est quand même l'Assemblée nationale, c'est Paris, c'est là. Et on a discuté un peu avec Claire tout à l'heure, parce que j'ai du mal à exprimer exactement ce que je sais tout, mais ce qui est très émouvant, c'est d'y être habitant à Varsovie, habitant dans ma circonscription. C'est pas un Parisien qui visite, c'est pas un Français qui se retrouve à Paris, c'est quelqu'un qui amène quelque chose qui est un peu nouveau, qui est un peu loin, qui est ce qui me fait, ma manière d'être français et d'étranger. Et c'est quelque chose que j'ai senti très fortement et que voilà, je voulais partager avec vous. Voilà, les 2 autres sentiments que je voulais partager avec vous sont moins positifs. C'est 2 choses qui m'ont un peu perturbé, j'ai eu du mal à vivre au début. Un dont je pense que je vais me sortir petit à petit. Un autre dont je ne vois pas en ce moment comment je vais m'en sortir pendant les 5 ans qui viennent. Le premier, c'est l'hémicycle. C'est quoi? L'hémicycle. L'hémicycle, c'est là où on siège. Je vous avoue que ma première heure dans l'hémicycle, j'ai été comme un enfant qui commence à rentrer et qui s'est trompé d'école et qui a dit qu'il faut pas mal. Ce sont de sales gamins insupportables. Pas d'autre mot. Voilà, j'ai un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Ils se parlent, ils s'insultent, ils s'interrompent. Voilà. Alors je dis, celui-là, c'est quelque chose dont on va finalement sortir. Parce que, après, c'était le pire moment, c'était au début, on n'est pas en groupe, hein, on est en ordre alphabétique. C'était vraiment. J'étais perturbé. J'étais perturbé profondément. Comme moi, je peux l'être parce que je suis quelqu'un d'un peu entier. Et voilà, ça, je pense qu'on va finalement s'en sortir parce que, après, quand on s'est organisé, on est quand même une majorité de niveau, que ça fait suer que ça se passe comme ça. Il y a eu quand même des moments où on a réussi à les faire taire, à leur faire comprendre que c'était stupide. Voilà. Et on sent que, comment dire, l'inertie de ce qu'on représente, de 300 plus 47, 309 personnes plus 47 personnes, pour eux d'une certaine manière, donc, petit à petit, en plus, on a fait comme les profs font dans une classe, c'est-à-dire qu'ils sont divisés, en plus, puisqu'ils sont du même côté, la droite et l'autre. Ils ne sont pas au même endroit, ils ne peuvent pas discuter ensemble. Voilà, mais voilà, donc il y a quelque chose qui est en train, on sent qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui est en train d'un peu s'assagir, et voilà, je ne dis pas que je me sens déjà utile, mais on sent qu'on pourra essayer de faire changer ça. Voilà. Et le troisième chose qui est absolument pas objective, alors là, je ne sais absolument pas comment s'en sortir, c'est les journalistes. À l'Assemblée nationale, c'est quelque chose, et moi, c'est une angoisse qui me tient encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'écoutent pas ce que je dis. Moi, ils n'ont jamais posé de questions encore, mais quand on voit la façon dont ça se passe, ce sont des meutes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les 4 colonnes un jour de sortie de questions au gouvernement, mais ils sont parqués. Il y a une salle qu'il faut traverser qui ressemble à ça. Une grande porte, on sort par ici. C'est la clôture, j'appelle la clôture. Ici, il n'y a que les députés qui peuvent rentrer.
voilà, nous on sort, et ils sont parqués avec des caméras, des centaines, parqués dans des trucs avec des ficelles. Hein. Et c'est la petite phrase, c'est le truc, c'est la question qu'il faut rien dire, c'est et là, on voit ce qu'il raconte après. Il y a, quand on lit un peu la presse, je lis de moins en moins, mais je pas que je me tienne au courant, mais même dans le monde, même dans des journaux sérieux, mais il y a des informations, il y en a 7 qui soit dans une tête, soit ne sont pas ce qui s'est passé. Simplement, quand vous posez la question d'une certaine manière, et ben, voilà. Marielle de Sarnez n'a jamais été candidate à la présidence du groupe Modem, elle n'en avait rien à faire, elle voulait être présidente de la commission des affaires étrangères, et ben Marielle de Sarnez, pendant un mois, a été dans tous les journaux français, Marielle de Sarnez, virgule, qui a finalement renoncé à être présidente du groupe Modem. On a fait une élection à 48, à 47, il y a eu un candidat, c'était Marc Fesneau. On savait tous, on adore Marc Fesneau, qui est un gars, un jeune, voilà, qu'on connaît nous, ceux qui sont en Modem depuis longtemps, qu'on connaît, qui a fait quasiment du bénévolat pendant les années noires en Modem. Voilà, un gars très sensé, maire d'une petite commune. On savait tous qu'il était candidat, il était le seul candidat. On était 47, dont Marielle de Sarnez. On a voté à bulletin secret, 47 voix pour lui, etc. On sort, il y a 300 journalistes qui bougent des caméras, qui se jettent sur Marielle de Sarnez, et puis ils mettent au micro et disent « Alors vous avez renoncé ». Vous répondez quoi à ça? Si vous répondez non, oui, donc c'est ce qu'on dit. Si vous répondez oui, si vous répondez je ne suis pas d'accord avec votre question, ben, en plus il a renoncé, en plus il est en colère. Donc il y a des moments, et ça je ne m'en passe, mais toutes les sorties, c'est ça. Donc ça c'est une angoisse, je ne sais pas comment je vais faire pour me retrouver là-dedans le jour où c'est moi qui vais devoir y passer, parce que ça viendra bien un jour où c'est moi qui vais me coincer dans un couloir, me poser une question tordue. Voilà. J'ai pas de casque de photo avec moi. Je resterai calme. Je resterai calme. Mais des fois, on a un sentiment d'abîme, on ne sait pas comment faire. Voilà, 3 sentiments. Maintenant, un peu plus sérieux. Donc, d'abord, ça a été des questions qui ont été posées. Je vais parler de mes positions officielles. Officiellement, donc je suis dans le groupe Modem. Il y a un groupe. Finalement, le Modem voulait faire un groupe, et ça a même été un souhait du mouvement En Marche. Les élections ont été connues, pour des raisons de bon sens, il a dit qu'il faut qu'il y ait un groupe Modem. Je pense qu'il y a eu raison. Je vais être un collègue cousin de la majorité, on s'est organisé un peu plus vite. Voilà, parce qu'on était plus homogène, on avait des gens qui avaient quand même une expérience de la vie associative, des gens un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, et plus homogène. Donc le groupe Modem a été très vite efficace, et c'était pas plus mal parce que c'est vrai que les 309 collègues En Marche ont mis un peu de temps à trouver le rythme, et voilà, c'est en train de finir de s'organiser. C'était beaucoup plus difficile, c'est très compliqué, c'est national au début. Enfin, en plus, avec les journalistes qui tiraient des phrases à droite et à gauche. Voilà, donc, mais c'était une volonté du plus haut niveau qui veut me regarder, de dire si on peut faire 2 groupes, on fait 2 groupes. C'est une majorité, mais c'est 2 groupes, parce que ça va être intéressant. Et on n'est pas toujours d'ailleurs d'accord. Nous avons fait des amendements dans la loi au travail et dans la loi sur la confiance, des amendements qui n'ont pas été votés. Ils n'étaient pas votés par la majorité. Une partie, on a réussi à convaincre une partie de marche, mais pas tous. C'est-à-dire que c'est une majorité, ça discute, et je me suis inscrit dans les groupes communs, parce que des gens que j'apprécie beaucoup, que je peux rencontrer presque occasionnellement, donc je suis dans le groupe Modem. Vous savez que chaque député doit être dans une commission une seule, et je suis donc dans la commission des affaires étrangères. Ce qui est, à mon avis, c'est très intéressant, parce qu'on a très bien pour un Français d'étranger. On n'y est pas tous, hein, on n'est que 4, hein, sur les 6 Français d'étranger, on est 4. Les autres ont choisi d'autres commissions. Mais je suis à la commission des affaires étrangères, et j'ai droit, il y a 2 commissions, la commission du développement durable et la commission des affaires européennes, qui sont des commissions auxquelles il y a plus. Donc je serai, mais pas tout de suite, à mi-mandat, je serai également dans la commission des affaires européennes. J'ai pris 2 mandats qui sont des mandats où je choisir, peu de mandats, mais les gens ne se précipitaient pas opportunément,
moi ça m'intéressait beaucoup, 2 mandats dans des assemblées parlementaires de contrôle d'organismes internationaux. Le premier, c'est l'OSCE, le parlementaire de l'Office de sécurité et de coopération en Europe. C'est un peu, ceux qui voient, c'est Helsinki qui s'est transformé à la chute du mur. C'est-à-dire que la convention de Helsinki, c'était quelque chose de volant, comme c'était les rues, la guerre froide, etc. Quelque chose qui n'était pas fixé. Au moment de la chute du mur, la convention de Helsinki se pose la question existentielle, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Il décide de continuer sous la forme d'un organisme qui est fondé sur la charte de Paris, la Paris. Et c'est un organisme international, c'est le seul organisme international où les Européens de la communauté européenne parlent avec les Russes et avec la présence des Américains et des Canadiens. L'accord de Minsk, par exemple, sur l'Ukraine, a été fait dans le cadre de l'OSCE. Et donc, je suis parlementaire. L'OSCE, c'est un organisme exécutif qui est contrôlé par une assemblée parlementaire auquel chaque pays adhérent, 52 pays adhérents, envoie des parlementaires. Donc, je fais partie des 8 parlementaires possibles qui seront à l'OSCE. Je vous le fais rapidement, c'est un peu le même genre d'organisation pour l'Organisation internationale de la francophonie. Je serai également l'Assemblée parlementaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Je fais partie également d'un groupe qui n'est pas encore formalisé à l'Assemblée nationale, mais qui est très intéressant, très dynamique et qui travaille comme un groupe régulier. C'est le groupe des députés des Français de l'étranger. Comme on est 10 de la majorité sur 11, on s'est regroupé très vite, on travaille dans une réunion, tous ensemble, tous les mercredis à 17h sur 2, et nos collaborateurs, tous nos collaborateurs sarésiens, travaillent ensemble de façon très régulière, ce qui permet justement sur les problèmes de fiscalité, par exemple, voilà, on se partage un peu le travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tous faire tout, et on a un spécialiste de la fiscalité, on essaie de mettre les choses en commun, des positions, on essaie d'avoir de temps en temps des lignes communs, de dire attention, le point de vue, etc. Donc c'est un groupe qui n'a pas encore de formalisation, mais qui est extrêmement dynamique et extrêmement efficace jusqu'à présent. Voilà, et je vais être président du groupe d'amitié parlementaire franco-polonais. Je me suis aperçu, j'ai découvert que le groupe d'amitié, la présidence du groupe d'amitié était une foire d'emploi aussi, parce que les commissions sont faites pour emploi. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, hein. Moi j'ai fait des souhaits, puis après on m'a dit oui ça marche ou ça marche pas. Et voilà, je pensais qu'il était, comme on ne peut être président que d'un seul groupe parlementaire, je pensais qu'il était préférable qu'avec ma bonne connaissance du polonais, et puis accessoirement avec la situation des parlements de la Pologne et du pays, il était mieux, je serais plus efficace à être président du groupe parlementaire et simplement vice-président du groupe parlementaire franco-allemand. Voilà, j'ai par contre été invité dans le troisième zone maintenant, j'ai été invité au repas entre le président du Parlement et le président du Parlement français, un des deux ou trois invités. Voilà pour les officiels. Après, ma stratégie de travail, ça a été quelque chose qui a mis un peu plus de temps, mais je me suis très rapidement rendu compte qu'un député ne pouvait pas tout faire. Au niveau sollicité, qu'il fallait quand même que, si je voulais pouvoir marquer et faire quelque chose de constructif, il fallait que je définisse les priorités de travail. Et c'était un peu compliqué à faire parce que tout est passionnant, tout est intéressant, on a beaucoup d'élèves, donc voilà, on serait tenté de faire tout. On a énormément de sollicitations, des mails, des lettres, monsieur le député, la prime aussi, etc. Voilà, qui sont triés par mes collaborateurs. On a l'inventeur d'une machine filiale. Voilà, donc, voilà, il a fallu très rapidement qu'on définisse une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie dans le travail, c'est-à-dire comment on fait les mapping, de l'activité, parce que sinon on va se perdre et on va se retrouver dans 5 ans, on a l'impression d'avoir rien fait et tout fait. Donc, comment cette stratégie je l'ai définie? J'ai défini d'abord 4 domaines de priorité, qui ne vont pas vous surprendre, puisque c'était en gros les 4 domaines que j'ai annoncés dans ma campagne. Et pour chacun des domaines, j'ai défini des intensités de travail, c'est-à-dire des actions qui sont soit
Le point zéro, je dirais, c'est quand je subis, j'ai rien à décider, c'est intéressant, c'est dans mon domaine, mais moi, j'ai rien à faire parce que c'est quelqu'un qui m'a sollicité, parce que c'est pas moi qui travaille. Et de l'autre côté, à 100, je chaîne de 0 à 100, de l'autre côté, 100, c'est voilà, le projet qui sera le projet Frédéric Petit. En 15 ans, on se dira, ah oui, ça c'est le député Frédéric Petit qui avait lancé ce truc. Et dans chacun des domaines, j'essaie d'avoir, de construire l'occupation de mon temps, de mes énergies, des ressources de mes collaborateurs de cette manière-là. Voilà. Donc en gros, les 4 domaines, je ne vais pas vous surprendre, c'est l'éducation, l'Europe, la transition énergétique et les Français de l'étranger. Voilà, les 4 domaines, je vais simplement vous dire les actions phares. Donc, l'éducation, je vous le rappelle, ça concernera évidemment les Français de l'étranger, mais dans ma perspective, c'est un enjeu national qui ne concerne pas uniquement les Français de l'étranger, mais auquel il est complètement associé même peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Dans l'Europe, c'est la relance du processus européen. Du côté de la transition énergétique, déjà, vous remarquerez que certains au début de ma campagne, que je me suis déjà auto-réduit en disant que je ne peux pas tout faire et que je ne parle plus de transition environnementale, je vais me concentrer sur la transition énergétique. C'est là que je peux faire encore beaucoup de choses. Et dans ces domaines-là, le domaine phare sur lequel je vais essayer de travailler, c'est ce qu'on appelle des interconnexions, l'Europe de l'énergie, la distribution d'énergie. Ceux qui m'ont suivi et qui ont compris ce que je disais à cette époque-là sur lequel j'ai souvent insisté sur le fait que l'électricité, ça ne fait pas que les générateurs, c'est la puissance et de la distribution, et que souvent les discours écologistes ou environnementalistes oublient cette donnée qui peut faire déjà très rapidement de grandes économies et rationaliser le processus d'énergie. Et dans le domaine des Français de l'étranger, voilà, quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire que j'essaie de faire comprendre, surtout à la France de métropole, que les Français de l'étranger, c'est pas la gestion des Français de l'étranger, c'est pas gérer ou nicher les envoyeurs, mais c'est intégrer dans la communauté nationale pleinement et entièrement des gens qui ont énormément à dire, à faire, à proposer, qui sont d'une énorme richesse. Voilà. Parfois en France, on a encore des Français de l'étranger, je ne sais plus les coloniaux qui m'ont envoyé dans l'économie, mais c'est quand même encore pas mal des expats, et puis c'est des gens, leur problème c'est qu'ils vont revenir et qu'ils ont des enfants. C'est un peu réducteur quand on voit qui nous sommes, quoi, hein. Voilà. C'est un peu réducteur de ce qu'on peut apporter. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes pour ceux qui ont suivi. J'interviens très rarement dans le buzz et dans des choses comme ça. La semaine dernière, je suis intervenu, pas tout seul parce que je représentais mes collègues français de l'étranger, mais il y a 2 journalistes qui ont fait passer sur les réseaux sociaux et dans des articles des choses que nous avons jugées intolérables. Arnaud Le Parmentier du Monde qui a fait passer un tweet qui s'appelait Quand est-ce qu'on arrête les députés de l'étranger No taxation, no representation. Ce qui veut dire que la citoyenneté est une épicerie, c'est la citoyenneté pour lui, si je suis sa logique, c'est que je paye les impôts, donc j'ai ma voix, et si je ne paye pas d'impôts, je n'ai pas de voix. Ce qui est une définition un peu surprenante de la citoyenneté. J'ai appelé ça épicerie dans ma réponse, vous pouvez lire ma réponse, et une journaliste de l'opinion qui avait commencé son article en disant l'article c'était les députés des Français de l'étranger, le grand écart permanent. Et il a commencé son article sur les faits de violence qui ont été commis par un député de l'étranger. Voilà les faits, et après elle développait quelque chose où on apparaissait que les députés d'étrangers, nous étions des agents des ambassades étrangères, qui n'avaient rien à voir avec les faits répréhensibles, et que ça servait à rien, etc. Donc je me suis permis de faire une petite réponse. Voilà, mais on sent quand même qu'il y a encore une force que nous présentons qui n'est pas connue en France. Pas connue. Donc, je fais quelque chose et un de mes gros chantiers sera ça va se focaliser sur tout le chantier de la représentation des Français. Cette réforme de 2014, qui est en fait une réforme qui a servi pour préparer les sénatoriales qui nous avons eu dans quelques jours, et il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, je ne sais pas si
parle pas de conseillers consulaires dans la salle, peut-être des délégués consulaires qu'on ne connaît pas. Mais enfin, on est quand même dans quelque chose qui n'est ni fait ni à faire. Il faudrait, moi je prétends qu'on représente un quatrième type de territoire français. Il y a les territoires humains, les territoires ruraux, les territoires d'outre-mer, et puis les non-territoires, enfin, on va dire qu'on s'occupe du territoire, mais il y a quelque chose qui doit être aussi géré d'une manière. Donc, vous avez des formes de démocratie locale pour les Français étrangers qui représentent quelque chose. Avec évidemment, quand on est l'un des Français dans un peu comme Berlin, et quand on est un Français à Tirana, qui n'est pas trop pareil, mais voilà, on doit avoir une représentation qui se divise entre la différence entre des sujets locaux que nous devons traiter en subsidiarité les plus proches, et puis la participation au débat national qui se fait par l'élection d'un député. Voilà. Quelques mots sur mon organisation. Alors, c'était un des grands sujets de la campagne. Où sera ma campagne? Les collaborateurs, j'ai une équipe de collaborateurs qui est un petit peu originale par rapport à ce qui se fait d'habitude. J'ai des collaborateurs plus expérimentés. C'est ça le terme que je peux utiliser. En disant vite, je dis ce que vous avez, donc attention. J'ai choisi donc d'avoir une collaboratrice, Claire, je t'en donne d'ailleurs, une collaboratrice qui vit en Allemagne, je présente un petit peu chouette, individuellement, qui vit en Allemagne depuis très longtemps, qui a une nationalité et qui reste en France, qui faire que du travail allemand. J'ai Philippe Chauvin, qui a 50 ans, qui est un professeur de droit administratif pour l'université de Poitiers, et qui a découvert la Pologne en 88 et qui est installé en Pologne depuis 1994, et qui, pour l'université de Poitiers, a créé, animé, et qui maintenant ne fait plus que coordonner le cours que l'université de Poitiers de droit fait à Varsovie pour les Polonais. En français, c'est un étude français. Ils n'ont pas besoin de venir en France, ils peuvent le faire à Varsovie. C'est quelque chose qui se fait dans pas mal de capitales d'Europe. Et c'est un cours de droit administratif. Il est à temps partiel à Paris. Il s'est réinstallé à Paris. Sa famille est restée à Varsovie, il s'est réinstallé complètement à Paris. Où évidemment il m'aide dans ma fabrication du droit. Et il fait dans les autres pays de la circonscription, les élèves passionnés de pays de l'Est, etc. Puis quand on parle polonais, il y a quand même pas mal de pays de la circonscription, on n'a pas trop perdu. Il fait le travail que fait Claire en Allemagne et en Autriche pour ces autres pays. Voilà. Et j'ai un troisième collaborateur qui a 29 ans, et qui s'appelle Tancred Academo, qui est une formation juriste, qui a aussi un peu prolongé dans ses études, et qui est, lui, basé strictement à Paris, et qui fait toute la partie France, contact, conversion au téléphone du ministère, machin, etc., et qui fait également une partie de la rédaction juridique et de la rédaction de ce choix, qui, lui, est en permanence à Paris. Donc, j'ai à Paris un bureau dans lequel, accessoirement, il y a un lit. Voilà, je l'ai gardé, voilà, j'ai gardé ma maison à Varsovie dans laquelle, accessoirement, j'ai un bureau. Et ce qui fait que nous avons découvert très rapidement que j'avais droit aux locaux des ambassades et des consulats chaque fois que j'y vais. Donc, il n'y aura pas d'autre permanence. Je n'ai pas engagé de frais dans mon IAFM, je justifie un peu ce que je fais. Je ne vois pas la fausse intérêt d'avoir un appartement, que ce soit à Berlin ou ailleurs, pour y être rarement et pour que, encore plus que la majorité du temps, les éventuelles personnes qui auraient besoin au débeauté d'aller voir les députés ou de regarder prennent porte close parce que ce n'est pas le jour où je suis. Donc, on a décidé de s'organiser de cette manière. Notre communication est encore en chantier. Ça, on n'est pas prêt. Je sais qu'il y a encore des choses qui ne se passent pas très bien. On va finir ça au cours du mois d'octobre, septembre-octobre, de façon à avoir une communication qui soit à la fois une communication citoyenne, nécessaire, senti qu'on avait un devoir de, je dois dire aux choses,
pas encore une personnalité publique, mais je suis moins une personnalité publique pour les gens qui ont voté pour moi et qui ne sont pas là. Voilà, donc vous devez savoir ce que je vote, ce que je fais, voilà. Et puis, une communication peut-être plus politique, plus construite, sur des avis, des idées, sur les domaines où je pense que j'ai une expertise et une opinion qui est important de partager, de défendre, sur laquelle on peut débattre. Et on va essayer de travailler ça de deux manières différentes. Pas mélanger, etc. C'est pas sur Twitter que je vais expliquer ma vision de comment il faudrait négocier les interconnexions entre la Pologne et l'Allemagne. C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'une newsletter. Donc on est en train de peaufiner ça. Et évidemment, quand ça sera prêt, la première information sera une newsletter sur la NEC, de l'ensemble des thématiques qui envoie à tout le monde, et je vous rassure, ça sera la seule diffusion d'un courrier de ma part pendant 5 ans que je ne désirerai pas. Ça sera pour vous informer comment ça marche, et si vous me désirez plus après que je vous écrive tous les mois pour dire ce que je fais, il suffira, ça sera tout à fait possible, et c'est en gros le principe qu'on veut retenir. Voilà. Pour anticiper quelques questions, j'ai prévu un dernier petit mot sur la loi confiance. Parce que ça, la loi confiance, c'est ça, la confiance dans la vie publique. La loi qui s'appelait au départ la moralisation, en fait, le titre de la loi, qui est très précis, le titre de la loi, c'est la loi confiance dans la vie publique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle touche quand même des points qui concernent mon organisation, qui vont changer mon organisation au 1er janvier, qui vont déjà changer parce que je suis quelqu'un qui prévoit. Donc, il n'y a plus de réserve parlementaire, dont on parlait. On en avait un peu parlé pendant la campagne. J'avais dit, voilà, moi, ma réserve parlementaire, je considérais que ce n'était pas de l'argent pour moi. J'ai voté les deux mains cette annulation de la réserve parlementaire quand j'ai découvert, parce que j'ai découvert en arrivant à l'Assemblée, comment ça marchait vraiment. Moi, je pensais que la réserve parlementaire, c'était une aide du député, donc c'était beaucoup dans ma vie. Dans les 4 dernières années de ma vie, j'ai travaillé dans ce domaine associatif. Je pensais que c'était le député qui avait un créneau, un canal où il pouvait demander des subventions et qu'on était aider les gens à demander des subventions. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment de l'argent discrétionnaire du budget de l'Assemblée nationale. Donc, c'était vraiment complètement discrétionnaire. C'était absolument pas ce que au-delà de ce que j'imaginais en termes de caractère discrétionnaire. Donc, je l'ai voté des deux mains, je pense que c'est très bien. Je pense vraiment, et que les débats ont éclairé quand même des choses assez je peux dire, incroyables sur la façon dont certains imaginaient, étaient vieux de la mienne, imaginaient la démocratie. On a eu des critiques, par exemple, nous disant vous allez créer des députés hors sol. Des députés qui ne sont plus liés à leur circonscription, parce que vous comprenez, c'était important de pouvoir aider le maire. Moi, vous comprenez, il y avait voilà, c'est moi qui ai permis que l'école puisse ouvrir à temps parce qu'il fallait. Voilà. Alors, ça, il y a eu des débats comme ça, on n'était peut-être pas revenu. Puis un jour, c'est un député moderne qui a fait se lever l'ensemble des députés République en marche pour les prévenir, qui a dit, s'adressant, excusez-moi du peu, à Christian Jacob, qui venait faire une sortie au plan de qui a dit, Monsieur Jacob, si être implanté dans sa circonscription, c'est pouvoir distribuer 20 fois 2000 € pendant une année, nous avons une idée différente de la démocratie. Rien. C'était la démocratie. C'est très bien d'avoir un ça, je crois qu'au-delà de tous les arguments que vous pouvez chercher pour pouvoir continuer, ça permet quand même ça permettra à peine. Je sais que les députés allemands, par exemple, ceux qui ont essayé de comprendre ce que c'était, ils ont vraiment compris ce que c'était. Mais c'était vraiment en dehors de tous les principes démocratiques. Tout d'un coup, le législateur donnait les idées. Ça, c'était
centaines de millions d'euros dans le budget de la nation qui étaient exécutés par le législateur. C'est clair. Je ne vois pas comment on peut moralement défendre ça et après arrêter le problème. Voilà. L'IRFM, je suppose que vous en avez entendu parler, l'IRFM, c'est l'indemnité que recevaient les députés pour ce qu'on appelait les frais de mandat. Également très surréaliste, hein, parce que quand moi je suis arrivé, on m'a expliqué comment il fallait faire. On dit, ben voilà, il faut que vous ouvriez un compte pour votre IRFM. C'est quoi l'IRFM? Ben, c'est votre indemnité de représentation des frais de mandat. Et alors c'est quoi? Comment je m'en sers? Eh ben vous payez vos frais de mandat. Et c'est quoi mes frais de mandat? Eh ben c'est... j'avais pas de réponse. C'est un truc qui ne me fait pas contrôler. Donc à partir du 1er janvier, sur la prochaine mois, ça va être quelque chose qu'on appellerait dans l'entreprise la justification des frais. Et il faudra ramener sur un justificatif, il faudra dire ce qu'on fait, etc. Ce qui semble un petit peu logique. Ce que l'on fait tous. Mais ce que l'on fait tous. Et ce que moi d'ailleurs j'ai commencé à faire parce que, ayant eu la réponse la plus précise que j'ai eue de l'administration de l'Assemblée nationale, hein, c'est écoutez, moi je dis, dites-moi, qu'est-ce que je paye quoi? Et ils m'ont dit, écoutez, la définition qui est la plus en vogue, c'est vous payez avec ça ce que vous n'auriez pas payé si vous n'étiez pas député. C'est peu précis. C'est peu précis. Écoutez, si je n'avais pas été député, je n'aurais pas offert ces fleurs à ma femme. En plus, imaginez, hein, je parle de fleurs. Voilà, donc nous allons avoir un contrôle et une justification, et voilà, comme dans l'entreprise. Alors, avec effectivement, il y a eu tout le débat sur attention, il ne faut pas non plus que ça devienne, que ce soit quelque chose qui part dans la nature. Voilà, donc ça, il y aura c'est le bureau de chaque assemblée. La loi impose au bureau de chaque assemblée de faire le suivi. Ça ne veut pas dire que n'importe quel citoyen, surtout n'importe quel journaliste d'habitude, puisse aller voir que monsieur le député machin a pris une bouteille comme ici, qu'il a offert à un tel machin. Il y aura un règlement des assemblées nationales, des thèmes des deux assemblées, qui sera géré par les assemblées, et qui veilleront à ce que. Et ce règlement doit correspondre à des critères qui sont dans la loi. C'est sur le justificatif, ça sera obligatoirement sur le justificatif, et ça doit correspondre à des frais quelques catégories de frais qui sont détaillées. Voilà. Un dernier mot, vous avez sans doute entendu parler de cette loi qui a travaillé également sur ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. C'était des choses qui aussi, en discutant dans les débats, on se dit ah bon, mais c'est ça. Ah bon, mais il y avait des collaborateurs qui étaient salariés par des grands groupes. Ah oui, oui. Parce que quand on dit, voilà, quand on fait un amendement qui dit bah oui, mais si on fait pas les conflits d'intérêts pour le futur, on va le mettre pour les collaborateurs. De quoi il faut du temps, c'est pour les collaborateurs. Et là, ça débat, et puis bah non, cet amendement-là, finalement. Et puis on s'aperçoit, bah oui, il y a eu des collaborateurs, dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a des collaborateurs qui étaient payés par des grands groupes. C'est-à-dire qu'il y avait un député qui avait un collaborateur qui n'était pas salarié de l'Assemblée nationale, qui était salarié. Voilà. Donc nous n'aurons plus le droit. Voilà. Donc, alors, et conflit d'intérêt, c'est une information importante pour nous qui est passée à moi. J'ai deux déclarations, j'ai dit deux choses dans la déclaration de conflit d'intérêt. D'une part, je reste médiateur. Alors, je ne peux pas médier, je ne peux pas faire de médiation, sauf si c'est le gouvernement qui me demande. Je ne peux pas faire de médiation pendant mais je reste médiateur, c'est dans le sens où je reste membre de la Chambre nationale des personnes de médiation. Et il va y avoir un certain nombre de médiations alternatives qui sont en train de finir de se construire, donc il est possible qu'à des moments, voilà, je sois un militant de la médiation qui considère qu'il y a telle chose qui se passe dans la médiation et qu'en même temps, je le vois bien, donc je l'ai déclaré à la haute autorité, c'est-à-dire voilà, je reste médiateur. Et la deuxième chose, je reste conseiller du commerce extérieur de la France, c'est une chose bénévole et qui intéresse les deux parties. Ça, je crois, nos collègues députés, je trouve que c'est un regard, une mine d'information sur ce qui se passe dans la vraie vie des entreprises à l'étranger.
Et ça intéresse également mes collègues conseillers du commerce de France, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des retours, des partages sur comment se passe, par exemple, le partage avec Business France, c'est une partie où l'action publique se mêle à l'action bénévole, c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui... Voilà. Et je vais vous faire deux dernières annonces, donc vraiment j'avais fini tout ce que j'avais à dire. Donc les deux annonces, ça concerne les conventions démocratiques européennes, chose dont on parle beaucoup. Donc là je vous annonce qu'on ne sait pas encore beaucoup plus, mais que je travaille, j'essaye de vous faire comprendre au petit groupe à l'Assemblée nationale qui s'est mis à son travail depuis bien sûr dans le ministère, que je ne revendique pas donc mais que mon expérience serait importante parce que je pense sincèrement que ces conventions démocratiques européennes, ça ne peut pas être quelque chose qui soit transposé de la France vers tous les autres pays. Il faudra qu'il y ait quelque chose de très particulier à chaque pays et que l'expérience de cette volonté, de mes contacts avec les nationaux des pays, de ces pays, est important et devra être pris en compte pour ne pas faire un culte qui se retourne après une espèce de France et de leçons, etc. C'est assez particulier, mais évidemment, c'est un travail qui va être fait dans les mois qui viennent, qui va être lancé dans les mois qui viennent, et je maintiendrai ma promesse de campagne, c'est-à-dire que je vous inviterai à l'école et à la formation, de quinquennat stylo, beaucoup d'attention et d'énergie, au premier trimestre 2018, j'organiserai je pense qu'il faudra compter entre 10 et 20 endroits dans la circonscription, des séances de formation et de débat sur le budget de la nation. Comment expliquer formation dans le sens où j'embaucherai un vulgarisateur, donc je suis en train de chercher quelqu'un qui a des compétences, mais qui est aussi capable d'expliquer à des gens qui ne parlent pas la langue de fonctionnaires financiers, comment se construit un budget, quelles sont les échéances, etc. Et puis une partie, comment j'ai voté, comment j'ai pas voté, qu'est-ce qui est en jeu, est-ce qu'on a une marge de manœuvre, est-ce qu'on a un etc. Voilà, ça. Vous y serez invité au premier trimestre 2018. Voilà, moi j'ai terminé. Donc, maintenant, questions, réponses.